C'est une réflexion de Birama Kamara. Cour des comptes, Inspection générale d'État, Inspection des finances, l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption, la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, la publication des rapports de ces corps de contrôle de ces 5 dernières années révèle une fois la situation alarmante du Sénégal, surtout en matière de gestion des deniers publics. C'est toujours des milliards dont il s'agit et les chiffres avancés donnent parfois le tournis. Soit c'est des détournements de deniers publics, soit de la fraude fiscale ou du faux et usage de faux. Sinon, c'est du blanchiment de capitaux en bande organisée, association de malfaiteurs ou même du faux monnayage, entre autres délits punis par le code pénal. Cette valse de millions et de milliards montre encore une fois que certains fonctionnaires et hommes d'affaires véreux ne sont pas là pour jouer les enfants de cœur. Lorsqu'il y a de l'argent en jeu, comment ne pas exploser de colère face à ces scandales de détournement de fonds publics? Comment garder son calme face à ce bordel ambiant dans un pays aussi en retard de développement? Et le plus ahurissant, c'est qu'aucun secteur n'est épargné. Le détournement récurrent de fonds n'est pas un simple crime économique, c'est aussi un crime contre le développement. Ces brigands ont poussé le pays dans un trou dont la circonférence, autant que la profondeur, atteste de la chute de plusieurs météorites. Ils sont configurés en une sorte de clan des prédateurs de la République. La preuve, c'est le branle-bas de combat avec les convocations au pôle judiciaire financier, une invention de Macky Sall pour remplacer la CREI. Les détournements de deniers publics sous la présidence de Macky Sall a pris des proportions abyssales. Des sommes astronomiques qui ont fini par donner l'impression que le Sénégal est aussi une république des mallettes, pour emprunter le titre de l'ouvrage de Pierre Péan qui dénonce outre-Atlantique la pratique des rétrocommissions dans le commerce international d'État et décrit un système où l'argent est devenu le principal moteur des décisions stratégiques au détriment de l'intérêt national. Les criminels en col blanc et des opportunistes de circonstances qui ont saigné ce pays à blanc. Une insulte intolérable à l'endroit du peuple sénégalais meurtri et qui exige avec dignité et fermeté la reddition des comptes et l'instauration d'une justice implacable sans le moindre esprit partisan. Il s'agit de bannir toutes les impunités. Et là, tenez-vous bien, une personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'aura pas été établie. Et Birama Kamara, même lorsque les détournements sont révélés, les poursuites aboutissent rarement à des remboursements effectifs. Pourquoi ce sentiment d'impunité avec ces dossiers scandales? Le pays court des risques. C'est du moins l'avis du juriste d'affaires et spécialiste en communication et médias, Omar Seck Ndiaye. Ses propos sont recueillis par Birama Kamara. La hausse alarmante des dossiers de la CENTIF révèle l'ampleur des flux financiers illicites et aussi les failles persistantes dans la gouvernance au Sénégal. Et ça, il y a des risques à court et à long terme. Notamment, il y a l'érosion de la confiance publique. L'adhésion sociale aux politiques publiques sera problématique. Et ensuite, il y aura un sentiment d'impunité qui peut accroître la défiance vis-à-vis de nos institutions. Comme risque aussi, il y a l'impact sur les investissements. Il y a des risques liés à la réputation du Sénégal qui sera écorchée, mais aussi en termes d'assurance, il y a les primes de risque qui seront accrues. Et par ailleurs, les Et puis le collectif des ex-détenus politiques et victimes des événements de 2021 à 2024, le collectif exprime sa vive indignation face aux marches réclamant la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la dynamique de reddition des comptes. Dans son communiqué, le collectif qualifie ces initiatives d'abjectes et dépourvues de tout fondement et réaffirme ce soutien aux autorités nationales dans la défense de la justice, de la vérité et de l'intérêt supérieur de la nation. Je vous propose d'écouter Demba Saro. Il est membre du collectif. Il est au micro de Baindongo Fall. Je voudrais dire et attirer l'attention des Sénégalais que cette opposition est de mauvaise foi. Parce que si cette opposition a le droit de marcher, ils doivent marcher pour demander à l'État du Sénégal de faire la lumière sur les 87 martyrs qui sont tombés lors des manifestations politiques de 2021 à 2024. Ensuite, pour la situation économique drastique que les Sénégalais sont en train de vivre, c'est eux qui nous ont laissé cette situation-là. On a hérité du régime de Macky Sall des dettes
qui s'élève à 36 691 milliards que les nouvelles autorités sont en train de payer chaque année à hauteur de 5 000 à 7 000 milliards. Les autorités nationales ne doivent pas céder à la pression de cette opposition, perte d'arguments, et à qui on doit normalement poursuivre pour faire la lumière des détournés par l'ancien régime de Macky Sall. Nous demandons à la justice de poursuivre tous ceux qui sont impliqués dans cette cabale de détournement de fonds et de deniers publics. Et puis le reportage du jour, les us et coutumes persistent au Sénégal. En amour, la problématique des castes engendre les pires déceptions. Solo Média s'est intéressé à cette question et pour cela, notre reporter nous raconte l'histoire de cette jeune femme du nom de Fatou. Elle a été rejetée par sa famille pour avoir épousé un homme casté. Un reportage qui met en lumière la fracture entre coutumes sociales et valeurs religieuses, appelant à une remise en question urgente des discriminations héritées du passé. C'est un reportage d'Antawad. Le problème de caste reste une réalité au Sénégal. Comme le montre la série BT à Dakar, Fatou, une jeune femme musulmane des Parcelles Assainies, vit heureuse avec son mari et leur fils. Pourtant, elle souffre d'un profond chagrin. Sa famille l'a rejetée pour avoir épousé un teug, un homme issu d'une caste considérée comme inférieure par sa famille. J'ai vécu le problème des castes. J'étais amoureuse de mon mari et nous nous sommes mariés en 2022. Depuis lors, je ne parle plus avec mes parents. C'est compliqué. Ce n'est pas facile de ne plus avoir de contact avec eux, alors qu'ils sont toujours en vie. Par contre, l'imam Malik Sow des Parcelles Assainies, unité 18, chapelet à la main, assis en train de lire le Coran, a affirmé que les castes n'existent pas en islam. La religion du prophète dont nous sommes, les griots et les forgerons, nous ne la connaissons pas véritablement. L'islam reconnaît les métiers. Les prophètes exerçaient des professions. Le prophète Mohammed alayhi salam était berger et le prophète Daouda était forgeron. Ce n'étaient que des métiers. Ces métiers étaient pratiqués par les prophètes eux-mêmes. Il n'a pas manqué de nous rappeler les conditions à remplir pour donner la main de sa fille. En islam, pour donner la main de sa fille, il faut d'abord vérifier si elle est amoureuse, s'assurer que le prétendant aussi est musulman et qu'il possède de bonnes qualités. Ce témoignage met en lumière la tension entre traditions sociales et les vérités spirituelles prônées par l'islam. À l'instant, le reportage d'Antawad sur les problèmes de caste au Sénégal. Et sans transition, nous irons en Guinée-Conakry pour parler du référendum. Le vote a eu lieu ce dimanche et il s'est bien passé dans l'ensemble du pays. Un vote devant permettre de remplacer la charte de la transition et de revenir à l'ordre constitutionnel 4 ans après le coup d'État du général Mamadi Doumbouya, mais un vote boycotté également par l'opposition. L'heure est à l'attente des résultats et nous avons en ligne Birahim Touré, notre envoyé spécial en Guinée-Conakry. Birahim, bonjour. Bonjour, Fatou Abdoulaye. Quelle est la situation présentement en Guinée? Oui, alors vous l'avez dit, il y a un calme, on le dira, assez global sur Kaloum, une des communes de la capitale guinéenne Conakry. Et comme vous l'avez dit, les résultats du vote d'hier, le référendum, donc pour voter oui ou non sur cette nouvelle constitution que propose le régime en place, s'est également bien déroulé et on attend, comme vous l'avez dit, les résultats. Alors, sachez que les experts, observateurs et autres au plan électoral sont présentement encore en Guinée pour superviser le dépouillement. Hier, la directrice
de la Commission électorale nationale a également donné son avis sur la situation et elle est en train de poursuivre les travaux, notamment de collecte des données. Mais sachez déjà, avec l'aide d'un des experts de supervision électorale ici à Kaloum, à Conakry, on a déjà un résultat. Il s'agit de la commune de Kaloum avec quelques 24 519 voix pour la nouvelle constitution contre 5 127 qui sont contre et puis sur un total de 29 640 suffrages valablement exprimés. Alors, l'opposition, vous l'avez dit, a demandé non seulement au boycott, mais certains membres de l'opposition ont demandé à voter non. Donc déjà, là, dans la commune de Kaloum, on peut dire que l'opposition n'a pas eu raison sur les résultats qui sont sortis à l'instant, ou en tout cas des résultats provisoires. On attend les résultats provisoires officiels ce mardi dans la soirée selon informations dont nous disposons. Et pour l'instant, les Guinéens vaquent à leurs occupations. Et comme vous l'avez dit, depuis 4 ans, il n'y a pas eu de consultation électorale. C'était donc un événement assez majeur pour la population de Guinée qui veut tourner la page justement de ces coups de force militaire et avoir une nouvelle charte. La constitution qui est appelée constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. On verra d'ici peut-être ce soir si on a d'autres résultats à vous proposer, Fatou Abdoulaye.